Bonjour, les chroniques de l'invisible. Aujourd'hui, on va parler de C'est dans votre tête. Bonjour à tous. Installez-vous comme vous pouvez aujourd'hui. Allongé dans le noir avec un drap sur les yeux, assis sur le canapé avec une bouillotte main posée sur le ventre, ou au volant en train de souffler un grand coup afin d'affronter le regard des collègues. Peu importe où vous êtes, dans quelle position, avec quelle douleur en fond sonore. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Invisible. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase, 4 mots. Et pourtant, ces 4 mots ont le pouvoir de vous démolir en 2 secondes, alors que vous êtes déjà à bout de force, épuisé par des mois, parfois des années de souffrance. La phrase, vous la connaissez sûrement par cœur. Vous l'avez peut-être entendue la semaine dernière. Vos examens sont normaux. C'est sûrement dans votre tête. Quand on vit avec une douleur chronique, entendre ça de la bouche d'un médecin en qui on avait mis tout son espoir, ce n'est pas une déception. Ce n'est pas un simple rendez-vous raté, c'est une agression. C'est un traumatisme provoqué par l'institution même qui devait vous aider. L'errance diagnostique, ce n'est pas un parcours tranquille où l'on cherche gentiment des réponses avec un médecin bienveillant à chaque étape. C'est une guerre d'usure qui dure parfois des années. On attend des mois pour un rendez-vous chez un spécialiste. On vide son compte en banque dans des consultations non remboursées. On encaisse les regards de doute des proches, des amis, des collègues de bureau. Et on finit par s'épuiser complètement sur des chaises inconfortables dans des salles d'attente sombres à ressasser les mêmes questions sans réponse. Pourquoi au final ? Pour se cogner contre un système rigide qui refuse de valider ce qu'on vit dans sa propre chair. Simplement parce que la souffrance ne rentre pas dans une case, ne colle pas à une grille d'évaluation vieille de plusieurs décennies. Aujourd'hui, pas de raccourci facile, pas de phrase toute faite. On va prendre le temps de comprendre. On va regarder pourquoi la médecine telle qu'elle est construite aujourd'hui passe si souvent à côté de la douleur chronique. On va parler de ce qui se joue en fait dans la tête d'une personne quand un médecin balaye d'un revers de main ce qu'elle ressent. Et comment ça peut la pousser, sans qu'elle s'en rende compte, à détester son propre corps, à s'en détacher pour tenir debout. Et on va finir sur la vraie bonne nouvelle de cet épisode, celle qui vient de vrais chercheurs dans de vrais laboratoires qui sont en train de trouver des traces physiques mesurables de cette souffrance qu'on nous a trop longtemps refusée. La douleur invisible est une réalité biologique. On va voir pourquoi et surtout ce que ça change pour vous, pour nous aussi, pour moi, je suis comprise dedans. On va voir d'abord l'usine à gaz. Le jeu de mots. Pour comprendre pourquoi tant de médecins passent à côté en fait de nos douleurs, il faut regarder honnêtement comment on les forme. Des libans de la faculté, le problème n'est pas que les médecins manquent d'empathie ou de bonne volonté. La grande majorité fait ce qu'elle peut, avec les outils qu'on lui a donnés. Le vrai problème vient du modèle sur lequel toute la médecine occidentale est bâtie depuis plus d'un siècle. On appelle ça le modèle biomédical réductionniste. Derrière ce mot compliqué, mais une idée toute simple. On a découpé en fait le corps humain en petits morceaux indépendants, en tiroirs qui ne se parlent presque jamais entre eux. Mal au ventre, direction le gastro-entérologue. Fourmillement ou brûlure dans les jambes, c'est le domaine du neurologue. Articulations et muscles qui grincent au réveil, on vous oriente vers le rhumatologue. En fait, ce système fonctionne très bien pour les pannes simples et locales, comme une crise d'appendicite, l'inflammation est à un seul endroit précis, ça se voit tout de suite sur une prise de sang classique, le chirurgien opère, retire l'organe malade et vous êtes debout en quelques jours. C'est une logique directe, rassurante, de cause à effet. Mais voilà, la douleur chronique casse complètement cette logique. Elle n'est pas la panne d'un seul organe qu'on prépare et qu'on referme, qu'on répare et qu'on referme. Par définition, c'est une maladie de tout le système.
des pathologies comme la fibromyalgie, le SDRC, le syndrome douloureux régional complexe, le syndrome de fatigue chronique, le Covid long ou les dérèglements du système immunitaire attaquent en même temps plusieurs réseaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres maladies que je ne peux pas toutes les citer. Pardon. Le système nerveux central, la barrière intestinale, la production d'énergie au cœur des cellules, la régulation fine des hormones. Alors, quand vous arrivez devant un médecin avec une liste de 10 symptômes différents qui touchent en même temps le sommeil, les muscles, le transit et la concentration, il est saturé. Son logiciel mental, formé pour traiter une plainte à la fois, une case à la fois, ne sait pas quoi faire de ce paquet de symptômes éparpillés. Et comme il ne peut pas les relier dans sa grille de lecture habituelle, il choisit la solution la plus rapide, la plus confortable pour lui. Il décrète que votre plainte n'est pas logique, qu'elle ne correspond à aucune maladie répertoriée dans son manuel, et il vous renvoie vers la case psychologie en refermant votre dossier. Attention, je ne veux pas généraliser, qu'on se le dise, c'est pas une généralité. Il y aura des médecins qui vont aller chercher beaucoup plus loin. Maintenant, on va voir le culte de l'analyse normale. La première grande dérive de cette médecine, c'est la confiance presque religieuse accordée aux examens de routine. Prise de sang normale, vitesse de sédimentation basse, protéines C réactives dans les clous. Le médecin pose son stylo et conclut à l'absence de maladie. C'est une lourde erreur de logique scientifique. Ne rien trouver avec des outils de routine n'a jamais voulu dire qu'il n'y avait rien à trouver. Ces analyses classiques ont été inventées et calibrées pour repérer des dégâts massifs, des tumeurs volumineuses, des infections aiguës, des destructions de tissus visibles. Elles sont totalement aveugles aux dérèglements plus fins et plus profonds. Elles ne voient pas la micro-inflammation qui touche le cerveau dans la fatigue chronique. Elles ne voient pas les bugs des canaux qui transportent les signaux électriques le long de vos nerfs. Elles ne mesurent pas le dérèglement du système nerveux autonome, celui qui gère à la fois la douleur, le rythme cardiaque et la tension artérielle. Donc, dire à un patient qui souffre chaque jour que ses examens sont normaux et donc que tout va bien, c'est un peu comme regarder un ordinateur en panne, constater que le boîtier en plastique n'est pas fissuré et affirmer qu'il fonctionne parfaitement parce que l'extérieur est propre. Le problème n'est pas sur la carrosserie. En fait, il est dans le circuit électrique, invisible à l'œil nu, mais bien réel, comme c'est le cas pour les douleurs chroniques. Nous allons voir maintenant le biais de genre et la dictature du temps. La deuxième dérive de notre système de santé est humaine, culturelle et profondément injuste. C'est le biais de genre, et il faut le nommer clairement sans détour. Partout dans le monde, les statistiques épidémiologiques montrent que les syndromes douloureux chroniques et les maladies auto-immunes touchent en très grande majorité les femmes. Or, la médecine traîne un héritage lourd, où la parole d'une femme sur sa propre souffrance physique est tout de suite suspectée d'être excessive, disproportionnée, trop émotive ou liée directement au stress. C'est ce qu'on appelle la psychologisation automatique. Un homme se présente avec des brûlures intolérables dans le dos, on cherche une hernie ou une lésion nerveuse. Une femme décrit exactement les mêmes symptômes et on lui demande, parfois avec un petit sourire condescendant, si elle n'est pas trop fatiguée par les enfants, si elle traverse une période difficile au travail ou dans son couple. On renvoie sa douleur physique à ses émotions ou à ses hormones. Un peu comme on parlait autrefois d'hystérie. Ce traitement inégal de la souffrance retarde la prise en charge de plusieurs années, aggrave parfois les lésions et laisse les patientes seules à culpabiliser d'avoir mal. À ça s'ajoute une troisième dérive, purement structurelle et économique cette fois, la dictature du temps. Dans notre système actuel, un médecin généraliste dispose en moyenne d'1/4 d'heure par consultation.
C'est un fait mécanique, incontestable. Il est strictement impossible de comprendre et de démêler une maladie chronique complexe en 15 minutes. Pour vraiment analyser un corps qui souffre depuis des années, il faudrait 1 heure entière. 1 heure pour écouter l'histoire de vie du patient. Chercher le facteur déclencheur survenu des mois plus tôt. Relier les symptômes digestifs aux douleurs articulaires. S'intéresser au sommeil et au mode de vie. Face à la surcharge de travail et à la salle d'attente qui se remplit, le mot stress devient un bouclier bien pratique. C'est le tiroir où on range, faute de temps, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher plus loin. Voyons la double peine, notre double peine. Quand le corps médical refuse de valider ce que vous vivez, une deuxième maladie s'installe plus discrète, plus sournoise encore. On l'appelle la double peine des malades invisibles. Le corps fait déjà mal jour et nuit. Et en plus, l'institution censée vous soigner vous retire le droit légitime d'être malade. On vous traite en silence de menteur, de simulateur, de fragile. Ce rejet crée une rupture profonde entre votre tête et votre corps. Le premier poison psychologique de cette errance, c'est le doute de soi. L'être humain a besoin du regard des autres et surtout du regard des experts pour confirmer sa propre perception de la réalité. Imaginez, vous posez la main sur une plaque brûlante, vous sentez une douleur atroce et 10 médecins vous répètent que la plaque est froide, que vous imaginez tout. À force d'entendre des blouses blanches dire que les examens ne montrent rien, on finit par plier. On se retrouve seul le soir face à ces douleurs, à se demander si on invente tout, si on exagère pour attirer l'attention ou si on est simplement en train de devenir fou. C'est une violence psychologique d'une cruauté immense qui vous fait perdre confiance dans vos propres sensations les plus élémentaires. Et cette suite logique du doute, c'est qu'on commence à détester en fait son propre corps. Il cesse d'être un compagnon de vie pour devenir un ennemi, une prison. C'est ce corps qui empêche d'aller travailler, qui oblige à annuler des sorties, qui isole des amis les plus proches, qui grignote les moments partagés en famille ou en couple. On lui en veut de souffrir sans arrêt, d'envoyer des décharges ou des brûlures, tout en étant incapable de fournir la moindre preuve visible sur un scanner ou une IRM. On ressent une rancœur sourde contre ses propres muscles, ses propres articulations, comme s'il nous trahissait chaque matin. Dès qu'on pose le pied par terre. Voyons maintenant se couper de son corps en fait pour survivre. Pour tenir face à cette souffrance continue, à ce rejet médical, l'esprit met en place, sans qu'on le décide, une protection automatique. On se détache de son corps. En psychologie, on appelle ça la dissociation somato-psychique. Pour ne plus subir de plein fouet la douleur et le mépris, on commence à vivre uniquement dans sa tête, au niveau des pensées, en coupant le lien avec le tronc et les membres. On finit par se structurer comme une tête pensante posée au-dessus d'un bloc de douleur diffuse, qu'on essaie d'ignorer par tous les moyens possibles. Le langage change lui aussi. Souvent, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on ne dit plus « j'ai mal au dos », on dit « le dos bloque » ou « le bras brûle », comme si ce corps n'était plus tout à fait le nôtre, comme s'il s'agissait d'un objet extérieur qu'on observe de loin. On cohabite avec lui comme avec un voisin de palier détestable, bruyant, avec qui on partage un appartement et qu'on évite soigneusement de croiser dans le couloir. Le piège de ce détachement de survie, c'est qu'il finit par aggraver la maladie elle-même. En coupant le contact avec le corps pour moins souffrir, en fait, on supprime aussi les signaux d'alerte les plus utiles. La fatigue naissante, les tensions anormales, le besoin de repos immédiat. Alors les jours où ça va un peu mieux, on en fait trop pour rattraper le temps perdu. On pousse ses limites au-delà du raisonnable. Et la crise qui suit est encore plus violente que la précédente.
Mais je veux que vous reteniez une chose essentielle aujourd'hui. Votre douleur est bien réelle. Si vous la sentez, c'est qu'elle existe. Votre corps ne ment pas. Ce sont les outils des médecins d'aujourd'hui qui sont encore trop grossiers, trop aveugles pour voir la fumée ou localiser le foyer de l'incendie. Voyons maintenant ce fameux chapitre, ce que la science trouve enfin. Le vent commence à tourner. Les mentalités changent lentement sur le terrain. Certains praticiens font l'effort d'ouvrir leur regard. Mais c'est surtout la recherche, elle, qui avance à grands pas, dans l'ombre des laboratoires. On n'est plus obligé d'attendre passivement que la médecine daigne changer d'avis. De rechercheurs, des biologistes, des biochimistes sont en train de trouver des preuves physiques et matérielles de cette souffrance qu'on nous a trop longtemps refusée. Des réponses moléculaires objectives là où les examens cliniques et classiques ne voient rien. Premier progrès, et pas des moindres, les marqueurs de la souffrance des petites fibres nerveuses. L'argument classique, celui du rien à voir dans le sang, s'effondre face aux nouvelles techniques d'analyse ultrasensible. Les biologistes savent désormais repérer dans le sang des traces infimes de protéines liées à la structure nerveuse. Ces fragments sont la preuve matérielle d'une vraie dégradation des microfibres qui tapissent la peau et les organes et qui gèrent les messages de la douleur. Des lésions totalement invisibles aux examens neurologiques standards comme les électromyogrammes de routine. Deuxième avancée majeure, la compréhension physique de l'épuisement au niveau cellulaire. Dans des pathologies comme la fibromyalgie, le SDRC, l'encéphalomyélite myalgique ou le Covid long, des équipes de chercheurs ont mis en évidence des anomalies concrètes dans la circulation sanguine. Des microcaillots persistants, des débris cellulaires qui encombrent les vaisseaux capillaires, les plus fins, empêchant l'oxygène de nourrir correctement les muscles et les tissus profonds. On observe aussi de vraies dysfonctions dans les mitochondries, ces petites usines énergétiques présentes au cœur de chacune de nos cellules. Quand les muscles manquent d'oxygène à cause de blocages physiques microscopiques et que les usines cellulaires tournent au ralenti, la fatigue écrasante n'est pas un manque de volonté, pas de la paresse. C'est une asphyxie cellulaire mesurable et bien réelle. Troisième axe de recherche, les dérèglements du système immunitaire de bas grade. Les scientifiques étudient de près les molécules de l'inflammation chronique, ces protéines messagères que le corps produit en excès et qui maintiennent le système nerveux dans un état d'alerte permanent. Chez un malade chronique, les capteurs de la douleur, au niveau de la moelle épinière et du cerveau, sont physiquement modifiés par cette tempête inflammatoire silencieuse. Ils se mettent à amplifier la moindre sensation bénigne, le moindre changement de température, pour la transformer en un message de souffrance intense, envoyé en boucle. Le rapport de laboratoire remplace enfin l'opinion ou l'humeur du médecin. La maladie devient visible, mesurable, quantifiable sous le microscope. C'est la fin du soupçon. Voyons ce que change un diagnostic. Trouver le nom de sa maladie grâce à ces avancées n'est pas un coup de baguette magique, pas une guérison instantanée. Poser un mot précis sur votre souffrance ne fera pas disparaître la douleur en un claquement de doigts. Ça n'effacera pas non plus les années de galère, de solitude, de difficultés financières et de larmes traversées seul dans son lit. Mais le diagnostic biologique reste l'outil le plus puissant pour commencer enfin à se reconstruire sur des bases saines. Il représente la reconnaissance officielle de votre réalité, par la société, par les institutions, par le monde médical. C'est ce qui vous permet de fermer la bouche de ceux qui doutaient de votre sincérité, de retrouver votre pleine légitimité et de vous libérer du poids de la culpabilité que le système avait posé sur vos épaules pendant tant d'années. Sur le plan de l'esprit, poser un diagnostic objectif est souvent le déclencheur indispensable pour faire la paix avec son propre corps.
Dès lors que la cause est identifiée, nommée, prouvée physiquement, on peut arrêter cette guerre intérieure qu'on menait contre soi-même. Le corps n'est plus le traître mystérieux qu'on a envie de punir ou de cacher. Il devient la victime d'une biologie déréglée qu'il faut accompagner, protéger, soigner avec douceur et patience plutôt qu'avec de colère ou dégoût. C'est la fin de la dissociation de survie. On peut enfin réhabiter son corps en sécurité, se reconnecter à ses sensations profondes, écouter ses vraies limites et ajuster au quotidien sur des données concrètes et non plus sous l'emprise de la peur ou de la culpabilité. La recherche scientifique est en train de pousser la médecine classique à ouvrir les yeux, à briser ses vieux réflexes, à regarder notre souffrance avec des outils adaptés. Mais ce changement ne se fera pas tout seul. C'est en racontant nos histoires avec rigueur, en partageant nos connaissances, en refusant fermement les diagnostics de facilité, qu'on poussera le système de santé à évoluer plus vite pour nous et pour ceux qui viendront après nous. Voilà, conclusion, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui dans les chroniques de l'invisible. Gardez toute votre lucidité, faites confiance à ce que votre corps vous dit à chaque instant, même quand personne autour de vous ne semble vouloir l'entendre. Ne laissez jamais quiconque décider à votre place de ce qui est réel ou non dans votre propre vie. Votre douleur est ancrée dans votre biologie et la recherche humaine est enfin en train de nous donner raison. Prenez grand soin de vos forces, ménagez votre esprit, restez soudés les uns aux autres et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.